accueillir 5 millions de visiteurs par an. Justement, c'est notre sujet principal de ce matin et nous a rejoint par téléphone Monsieur Antoine Bordadi, expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour. Bonjour Madame, et bonjour Monsieur Serna et tous les téléspectateurs. Merci. Alors, on va parler, notre sujet principal aujourd'hui, c'est l'ouverture des 12 pavillons du grand musée égyptien qui sont désormais ouverts au public. Moi, la question que je voudrais d'abord vous poser, c'est est-ce que vous avez visité le grand musée d'Égypte et qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh ben, je vais d'abord dire enfin. Oui. C'est vrai. Ça fait combien de fois qu'on a discuté de ce sujet et ça fait très longtemps. Oui, j'ai eu l'honneur effectivement d'être invité avec des gens dans le domaine. Ils nous ont fait une invitation il n'y a pas très longtemps. Et c'était pour la première fois, comme vous savez, il y a les grands escaliers, ça s'était ouvert depuis un moment, ça tout le monde peut le visiter. Mais cette invitation, ils nous ont permis effectivement pour la première fois d'aller voir ces salles qui ont été ouvertes aujourd'hui hier. Eh ben, je ne sais pas quoi vous dire, c'est une merveille de merveille. Hein. Eh ben, c'est le musée, hein. C'est vraiment le mot, c'est le musée avec le LE. Je pense qu'on a vraiment raison d'être fiers de réaliser d'abord un tel édifice, un tel musée avec un tel scénario d'exposition, avec tous ces moyens. C'est vraiment une merveille, une vraie merveille. Monsieur Antoun, également, quand on parle de ces 12 nouveaux pavillons qui ont été inaugurés hier, et il s'ajoute à d'autres pavillons qui étaient déjà ouverts auparavant. Alors que peuvent voir les visiteurs actuellement du musée, même s'il est encore en phase expérimentale? Alors en fait, maintenant, on peut dire qu'ils visitent le musée. C'est-à-dire, le musée, c'est un complexe énorme, oui. Qui est magnifique en architecture, et bon, tout est différent dedans. Ce qui était déjà ouvert, et c'était un peu, on peut dire, l'introduction, c'est-à-dire la grande salle d'accueil, avec le fameux colosse de Ramsès II. Et puis, il y avait ce qu'on appelle les grands escaliers royaux. Eh ben, c'est des marches sur lesquelles il y a 4 niveaux, avec 66 pièces exposées sur ces 4 niveaux, et qui parlent de 4 thèmes différents. L'Égypte, le royal pharaonique, les divinités, le royal et les dieux, et puis l'au-delà et l'autre monde après la mort. Quand on arrive au bout là-haut, eh ben, on a un panorama en vitre avec les pyramides de Gizeh en face. Donc comme si vraiment on monte étape par étape dans ce scénario, et arrivant, en parlant de l'au-delà, eh ben, on retrouve les pyramides. Là, ça c'était déjà ouvert. Maintenant, il y a 2 parties du musée, les grandes parties, les vraies parties du musée. Une partie à gauche, c'est ça ce qui a été ouvert hier, qui est le musée maintenant. Oui. Puis la partie droite, ça c'est le trésor de Toutankhamon, qui peut-être ça sera inauguré en même temps que l'inauguration officielle. On parle de l'intégralité de la collection de Toutankhamon, on parle... C'est fermé, ça reste fermé. Oui, là c'est pour la première fois, ça sera exposé entièrement, oui. Et puis mis en valeur d'une façon extraordinaire. Ça ferait vraiment un musée de bijoux. Hein. Mais ça, je pense, pour la surprise, à mon avis, ça sera inauguré en même temps que l'inauguration officielle. Voilà. Exactement. Par contre, le musée maintenant qui est ouvert hier, eh ben, c'est ça la salle d'exposition du musée. Eh ben, ça se compose de 14 salles, ça va dans un sens chronologique, dès la préhistoire, et puis l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, période tardive et période gréco-romaine. Ça marche, ça va dans un circuit qui est très très bien fait, très bien étudié. Chaque salle de chaque époque, eh ben, il y a des pièces uniques qui sont au milieu de la salle, avec un éclairage qui vient du plafond dessus, pour que si jamais quelqu'un qui veut faire une visite rapide, oui. Au moins il s'arrête devant ces pièces donc assez spéciales. Et puis il y a un circuit à faire une visite complète, et puis il y a aussi un circuit pour faire une visite longue, pour vraiment les gens très approfondis dans le domaine. Donc c'est très très bien fait.
le circuit de la visite, de faire une petite visite, une visite normale, une visite prolongée. Avec la surprise effectivement que tout le monde ne s'attendait pas, parce que souvent on a pensé qu'on va prendre des choses de l'ancien musée de la place Tahrir, les mettre dans le grand musée, parce que l'ancien musée est entassé et tout. Bon, en fait, la grande surprise, c'est que ce qui vient de l'ancien musée à part Toutankhamon, apparemment ça représente que 20% de ce qui est exposé. Ouais. Et puis 58 000 pièces nouvelles, que c'est la première fois que ça voit le jour. Et c'est des merveilles. Donc là, ça va faire, je pense, un succès extraordinaire. Et ben, ce qui est fabuleux aussi dans ce musée, c'est qu'entre les salles et les époques, il y a un passage intermédiaire entre chaque époque et une autre, avec un peu d'animation, avec un endroit où les gens peuvent se reposer, avec un éclairage magnifique et tout. Et ben, c'est 14 salles, ça fait quand même 4 terrains de football. Imaginez-vous de quelle taille de musée on parle. Et ben voilà. Alors justement, vous étiez en train de parler de cette merveille architecturale. C'est vrai que cette merveille architecturale me rappelle un petit peu le travail réfléchi et minutieux de la bibliothèque d'Alexandrie, surtout au niveau de l'éclairage. C'est exactement ça. Et ben, la bibliothèque d'Alexandrie aussi, ça a été une grande chance. Vous savez que la bibliothèque d'Alexandrie, quand ils ont commencé ce projet, et quand on a fait le concours international mondial pour l'architecture, toutes les grandes maisons d'architecture se sont précipitées pour avoir l'honneur de réaliser cette œuvre. Et ben à la finale, ce qui a gagné, c'était 2 jeunes architectes norvégiens qui avaient une petite boîte qui venait de fonder, qui s'appelait Soneletta. Et ben, ils ont présenté un projet pour seulement dire que dans notre vie, on a participé dans un tel concours. Et ben la surprise, c'est que c'est eux qui ont gagné. Et ben là, c'était un peu la même chose, mais là, c'est en beaucoup, beaucoup plus grand et beaucoup plus prestigieux, parce que là, il y a le côté exposition, il y a le scénario de l'exposition, il y a l'éclairage, il y a le côté culturel et éducatif. Oui, il y a le côté majestueux. Beau. En plus, il y a derrière ce musée, ce qui est encore, je pense, plus important que l'exposition, c'est tous les laboratoires de restauration, les centres de recherche, le côté scientifique. Alors c'est ça, une vraie institution, un vrai institut scientifique. Oui. Monsieur Antoun, la grande question que tout le monde se pose à présent, quand sera inauguré le grand musée égyptien? Selon vous, est-ce qu'il y a des indices ou des informations là-dessus? Bon, non, on n'a pas des indices, mais je pense que ça, c'est pas grave maintenant. Du moment où cette partie principale du musée est ouverte, le temps que ça soit bien rodé, etc., déjà ça va faire des échos. C'était quand même une demande, parce qu'un tel beau musée avec des telles belles pièces exposées, rester dans des salles fermées, pendant tout ce temps-là, c'était pas très logique. Maintenant, je pense, bon, déjà, je peux vous signaler et vous rassurer que maintenant, tous les programmes, presque sans exception, de tous les groupes et les touristes qui viennent à partir de cette semaine, eh ben, ils ont tous envoyé demandant la visite du grand musée. Donc c'est vraiment un événement, tout le monde l'attendait. Certainement. Donc maintenant que ça soit une inauguration officielle avec donc une festivité internationale, mondiale, qui fait des échos, eh ben, je pense qu'ils attendent le bon moment de façon que ça fait son effet. Comme l'affaire des déplacements des momies, la parade dorée, etc. Donc ça, on va leur laisser le temps faire ça comme ils le voient. Mais au moins, le musée, il tourne, il est visité, et puis voilà. Alors, vous avez parlé de pièces uniques, justement, qui vont être pour la première fois exposées. Et c'est vrai qu'on en a énormément. Il faut dire que ces dernières années aussi ont été fructueuses en termes de fouilles. Nous avons fait énormément de découvertes et il était important que ces découvertes ne soient pas mises à l'écart dans des sortes de caves ou laboratoires, car on a besoin de connaître les détails encore de notre histoire. Et c'est vrai qu'un tel musée avec autant
autant d'équipements très sophistiqués, je pense que ça va être une occasion, encore une fois, d'élargir un petit peu notre connaissance de notre histoire. Ça c'est vrai. Et puis, et encore, ce qui est exposé, c'est pas des choses découvertes récemment. Oui. Il y a des objets qui sont découverts depuis le début du XXe siècle, mais ça n'a jamais été exposé. C'était une histoire de priorité dans l'ancien musée. Maintenant, on a de l'espace, en plus avec le musée de la civilisation, dont il y a une collection magnifique aussi. Donc aujourd'hui, avec tous ces musées, c'est vrai qu'avec je vais dire, les millions de pièces, sans exagération, je ne sais pas combien de pièces nous avons dans les stocks du service d'antiquité. Mais il y a tellement de merveilles dans ce pays que toute merveille, ça mériterait d'être exposée. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire des musées tous les 5 kilomètres, sinon les musées perdront leur sens. C'est un peu ça. Nos rues sont des sortes de musées à ciel ouvert, puisque hier, par hasard, j'étais dans le quartier de Faustot. Il y a des travaux gigantesques qui sont faits, il y a des chantiers incroyables de restauration, et on voit la splendeur quand même de notre pays, avec sa richesse en histoire. Les habitations, eux, en elles-mêmes, sont des bijoux historiques, ce sont des trésors. Oui, Faustot, ça a été totalement négligé pendant des décennies. Maintenant, ils sont en train de faire des travaux phénoménaux, ils sont en train de faire un parc, un musée à ciel ouvert. On a plein de sites comme ça. Donc, des musées à ciel ouvert, il y en a donc Faustot. Il y a aussi la partie derrière l'aqueduc, ce quartier qui a été rasé. Justement, c'est de ce quartier-là que je veux parler. Le quartier des cuirs, voilà. Exactement. Et ça fait partie du Caire islamique. Et puis ça, avec la rue El Moez, avec le Caire fatimide, avec le quartier copte, tout ça, c'est des musées à ciel ouvert, de toute façon. L'Égypte en entier, c'est un musée à ciel ouvert, avec tous les sites qu'il y a dedans. Certainement. Parlons de musée à ciel ouvert, il est à mentionner qu'on vient de diffuser aujourd'hui un commentaire sur la visite de l'ambassadeur de la France et également du gouverneur de Luxor au temple de Luxor, qui est en train d'être transformé en un musée à ciel ouvert. Alors, comment voyez-vous ce projet? C'est les temples de Karnak, c'est à Luxor, c'est les temples de Karnak. Ah, ok. Oui, j'étais là, en fait, Karnak, ça c'est un site quand même qui est un chantier infini. C'est la taille du site, et puis le passage historique et l'accumulation des édifices de toutes les époques, c'est un site dont le travail n'a jamais arrêté depuis des décennies. Oui. Eh bien, effectivement, il y a cette institution architecturale très respectueuse, l'IFAO, qui est l'Institut français de l'archéologie orientale, qui travaille dans beaucoup de sites, et ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent à Karnak. Ils font des fouilles, ils font de la reconstitution, ils font de la restauration, relèvement de textes, etc. Et aussi, parlons de musées, il ne faut pas oublier que Karnak, à côté du site, il y a un énorme terrain qui est un musée à ciel ouvert. Oui. Et ça, c'est un musée pour mettre dedans des chapelles, carrément. Des chapelles qu'on ne peut pas mettre dans des bâtiments fermés. Donc, les chapelles d'Hatshepsut, d'Amenopis III, les chapelles de Sisostris, ce qu'on appelle la chapelle blanche. Ces chapelles, on les a trouvées démontées pierre par pierre. Elles étaient à l'intérieur d'un des pylônes. Et c'est ça ce qui est fabuleux là-bas aussi, c'est que on démonte un édifice, on voit que les pierres qui sont à l'intérieur, c'est des récupérations d'autres édifices. Il va falloir le reconstituer quelque part. Et on a fait ce musée à ciel ouvert pour reconstituer ces petits édifices dedans. Parfait, Monsieur Antonius Bourdadi, nous tenons à vous remercier. Je répète que vous êtes expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Merci à vous. Alors juste une dernière information, alors sachez que les visites commencent à partir de 9h jusqu'à 11h et de 13h jusqu'à 15h et les tickets pour adultes égyptiens 350 livres et pour les expatriés adultes 850 livres si jamais vous décidez de vous y rendre cette semaine. Alors une dernière chose avant de vous quitter, on va vous montrer la maison Gamal Eddin Dahabi qui est l'une des anciennes maisons archéologiques du Caire. Elle a été créée
créé par Jamaleddin Dahabi, fils du Khawaj Nasreddin, le principal marchand d'Égypte, en l'an 1047, soit 1637 de notre ère. Et c'est sur ces images qu'on se quitte. Merci à vous, merci à Tossema. Merci, chers téléspectateurs. Un voyage à travers les temps anciens, à l'intérieur de la maison de Jamaleddin Dahabi, chef des marchands et fils de Shahbandar des marchands. Nasser Khawaga, en l'an 147 de l'Hégire, à Kouch Adam, ou comme on l'appelait maintenant, Hosh Adam, qui bifurque de la rue d'El Moïse el Fatimi, pour vivre un rêve qui touche à la réalité, et pour entendre des histoires sur sa sagesse, et pour mettre fin aux conflits et aux problèmes des commerçants. Jamaleddin Dahabi occupait une position importante, prééminente et distinguée dans les aspects économiques et sociaux de la vie de son époque. Il était célèbre pour sa bonne réputation auprès du public, en raison de son grand amour pour les œuvres caritatives, ses dépenses pour les nécessiteux et à la fin de nombreux différends et conflits. La maison de Jamaleddin Dahabi reflète le développement de l'architecture des maisons